Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne sais pas vous, mais moi, dès que j'entends les mots de République ou de valeur de la République, j'ai des nausées et j'éprouve un très vif dégoût intérieur. Car je pense immédiatement à l'imposture satanique que cachent ces mots. La République est née dans le mensonge et dans le crime, dans le sang, et elle tient cela de son Père, qui est le prince de ce monde, c'est Jésus qui nous le dit, qui est le diable, qui est le menteur et l'homicide depuis le commencement. Mais pour le saisir, il suffit de considérer les circonstances donc de sa naissance, parce que c'est quand même important, c'est là où il y a tout le patrimoine génétique dans une naissance. Eh bien, la République est née dans le sang du roi martyr chrétien. Avec la mort du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793, il ne s'agit pas d'un roi assassiné parce qu'on conteste sa personne, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, de puissance ou d'argent, ou comme cela l'histoire a pu en comporter. Il s'agissait par cette mort de Louis XVI de supprimer le droit divin sur terre, la civilisation chrétienne. Le vrai moteur de la Révolution n'a pas été d'ordre sociologique ou économique, mais il a été d'abord et avant tout d'ordre idéologique, qui a ensuite su instrumentaliser bien les mécontentements et les ambitions. Bien sûr, l'économie et la sociologie ont joué à ce moment-là, mais en tant que moyen, le moteur était idéologique. Et l'idéologie qui a prévalu à tous ces bouleversements est celle de la maçonnerie, de la révolution, du renversement, de Dieu qui prend la place de l'homme, de Satan qui chasse Dieu sur terre dans ses conquêtes. En 1789, donc tout cela s'est fait sur le territoire français. La franc-maçonnerie comptait à l'époque 900 loges et plus de 40 000 membres, issus de l'aristocratie, de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie et malheureusement même du clergé. Malgré l'excommunication fulminée depuis 1738, donc 40 ans avant, par le pape Clément XII. Ce ne sera pas l'objet de notre propos, mais il faut quand même réaliser que Louis XVI a sa part de responsabilité dans les malheurs de la France, que la noblesse a une grave part, que le clergé a une grave part. Il n'y a pas que les méchants, et les méchants n'arrivent pas à régner comme ça tout d'un coup. C'est parce que ceux qui devaient être à leur poste n'ont pas été à leur poste au moment voulu. Mais laissez cela. En tout cas, il faut quand même saisir que Louis XVI était humainement d'un caractère profondément bon, peut-être même parfois faible, on le verra. Mais il était très bon de caractère. Mais il était mal formé, surtout au début, et dans une certaine mesure, il avait adopté les idées démocrates, les idées nouvelles, des Lumières du temps. Il a même commis plusieurs fautes graves, et certaines faiblesses, durant les débuts de la Révolution. Il ne voulait pas, quand le pape a condamné la constitution schismatique du clergé en France, Louis XVI, conseillé par deux évêques, ces deux conseillers, a passé outre. Là, il y a une faute évidemment grave, un parjure de certaine manière. Mais avec le temps, il va ouvrir les yeux. Trop tard, certes, pour enrayer la Révolution, mais suffisamment pour devenir un roi martyr. Et redevenir donc fidèle à son serment de sacre, où il devait être roi chrétien, c'est-à-dire protéger son peuple dans ses vrais intérêts, en protégeant la religion, la vraie religion, la religion chrétienne. Quelques rappels avant d'en venir à son martyre. Nous sommes en novembre 1791. Les prêtres réfractaires, donc ceux qui refusent de jurer, de se soumettre au schisme voulu par la Révolution, la République, enfin par la Révolution tout d'abord, eh bien ces prêtres réfractaires sont mis hors la loi par les révolutionnaires. Mais il y a le veto du roi qui va bloquer cette décision. Ce veto, dans la logique même du système de l'époque, était tout à fait légal. La Constitution le lui permettait. Donc il n'avait en rien, entre guillemets, outrepassé les droits que lui avait concédés la Révolution. Mais si c'était légal, c'était inacceptable pour l'idéologie maçonnique. Donc, quand c'est inacceptable pour l'idéologie maçonnique, le légal est mis à la trappe. C'est classique. Le légal, c'est un leurre. Car quand les ennemis ne sont pas contents de la légalité, ils passent à l'illégalité. Et après, ils reviennent, après le pouvoir, ils reviennent dire attention, la légalité, c'est important. Donc la Révolution avance, et donc
crée un mouvement de contestation qui est le 10 août 1792, où les révolutionnaires vont arrêter le roi. La famille royale est donc depuis prisonnière au Temple. Malgré la déchéance du roi politique, eh bien, la majorité des Français restent attachés à la royauté. Seule une toute petite minorité active et extrémiste veut la République et elle va tout faire pour parvenir à ses fins en prenant le pouvoir de l'État eh bien, par des élections qui seront truquées dès l'origine. C'est une grande farce, les élections. Alors, pour intimider les électeurs, eh bien, il y a des patrouilles jacobines, ce sont les antifascistes de l'époque, si vous voulez, qui sont là pour casser et pour impressionner et pour faire la terreur. Donc des patrouilles jacobines qui vont massacrer à Paris durant septembre. Danton écrivait: c'est dans Paris qu'il faut se maintenir par tous les moyens. Les républicains sont une minorité infime, et pour combattre, nous ne pouvons compter que sur eux. Le reste de la France est attaché à la royauté. Il faut faire peur aux royalistes. Il faut taper. Voilà. Ils vont taper. Les révolutionnaires vont ensuite changer les lois électorales en leur faveur, en rendant illégitime la plupart de leurs opposants, par des fictions légales, en confisquant aussi la presse royaliste. La Commune a même poussé l'Assemblée à rejeter le scrutin secret au profit de l'appel nominal et du vote à haute voix. Donc pas de secret, on va savoir ce que tu dis, ce que tu penses, avec toutes les répressions qui vont aller derrière. Donc, c'est ça, c'est dans cette ambiance-là qu'on a voté. Donc le vote aura donc sous le regard menaçant des plus extrémistes, qui vont voir si tu lèves la main ou si tu ne lèves pas la main. Et donc c'est ainsi que ces 6000 extrémistes, ces 6000 jacobins, vont imposer leur volonté aux 700 000 Parisiens. Voilà. C'est ça la République. C'est ça, vive la démocratie et vive la maçonnerie. Et ce sera le même jeu dans les départements. Sur les 7 millions inscrits, il n'y aura que 600 000 électeurs qui ont voté en raison de ces circonstances et de la peur. Et ceux qui voteront entre guillemets dans le bon sens. Le 21 septembre 1792, la Convention se réunit dans la salle du manège des Tuileries et décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France. Le terme de république ne sera inséré au procès-verbal que le lendemain. Le calendrier donc est maintenant daté du l'an 1er 1792, an premier de la liberté, disent-ils. Tout cela fut décidé par tout au plus les 2/5 des membres. Et donc devant cette illégalité qui était criante, devant une situation aussi fragile politiquement, puisque abus sur abus avait produit cet état de fait, eh bien une seule solution, c'est de s'imposer pour empêcher tout retour en arrière. Il fallait mettre à mort le principe monarchique en assassinant le roi et sa famille. D'où cette idée de procès qui va germer chez les révolutionnaires. Il faut faire un procès au roi pour le condamner à mort. On ne veut pas faire appel au peuple français qui, selon les novateurs, eh bien, était souverain. C'était au peuple de décider. Mais là encore, quand on sait que le peuple va mal décider, eh bien, on ne le fait pas voter. On le court-circuite. Quand le vote va dans le bon sens, on dit que le peuple est bon, et quand il va dans le mauvais sens, c'est du populisme. C'est pas bien. Il faut revoter. Souvenez-vous du traité de Maastricht. Hein. Le peuple souverain a dit non, et un an plus tard, Sarkozy et les députés disent oui. C'est la logique républicaine. La légalité est un leurre. Alors, quand on parle du procès de Louis XVI, il faut mettre bien sûr des guillemets, puisque c'était irrégularité sur irrégularité, abus sur abus. Il n'y a eu que des apparences et même pas les apparences. Voici comment, pour vous donner une idée de l'ambiance, eh bien, comment les députés républicains comparaient le roi dans leur discours qui préparait ses procès. Je ne cite pas les noms, mais je pourrais donner. C'était dans la Drôme, c'était dans la Moselle, chaque député y allait. Et voici comment il désignait le roi Louis XVI, qui, si vous l'avez un peu lu, était vraiment d'une bonté évidente. Un homme profondément bon. Donc le député de la Drôme l'appelle un tigre. Un autre l'appelle une bête à exterminer. Une bête à exterminer, au plus tôt. C'est rapide. Un crocodile couronné. Un autre l'appelle le monstre. Un autre l'appelle un monstre social. Un autre un monstre sanguinaire couvert du sang de mes frères. Et un autre un rhinocéros. Un rhinocéros haletant de la soif du sang.
Donc vous voyez, on est dans un discours complètement passionné et de propagande. Un autre jacobin de Moulins écrit, écoutez cela, ça résume toute la logique républicaine. Tuer un homme, c'est un crime. Oui, c'est des humanistes. Tuer un homme, c'est un crime. Mais Capet, donc le roi Louis XVI, Capet ne doit pas être regardé comme un homme. Il est à croire que sa mère a eu commerce avec quelques bêtes féroces. Donc, c'est pas un homme, donc on peut l'abattre. Et toute l'épuration après la guerre, où les communistes ont tenu les mêmes langages, c'est pas un homme, ce sont pas des hommes, il faut les épurer. À Nuremberg, les Allemands, c'était pas des hommes, il fallait toujours cette même logique satanique de mensonge qui se finit pour justifier un crime. On parle, dès le 26 octobre, donc de guillotiner toute la famille du ci-devant roi. Donc famille qui, selon un député, est issue d'une race dégénérée. Et remarquez-le, les judéo-bolcheviks n'ont pas fait autre chose en 1917, avec la famille du tsar qui a été supprimée le même jour dans la même pièce. À chacun une balle dans la tête, à bout portant. Pas à bout portant, mais ils ont exécuté. Les 4 filles et le petit-fils, le petit-enfant aussi. Tous. C'est la même logique. Saint-Just, le député Saint-Just, déclare que la royauté, il était plus logique, lui, est un crime éternel contre lequel tout homme a le droit de s'élever. Il allait au principe, lui. Et Robespierre qualifiait Louis XVI de criminel contre l'humanité. Et ça commence déjà. Là, le concept a été lancé. Louis XVI est un criminel envers l'humanité. Ça veut rien dire. Ça, c'est... Écoutez ce que disait Robespierre, c'est très instructif. Voici comment il parlait à l'Assemblée constituante. Louis XVI ne peut pas être jugé. Il est déjà condamné. Proposer de faire le procès de Louis XVI, c'est rétrograder vers le despotisme royal et constitutionnel. C'est une idée contre-révolutionnaire. Car c'est mettre la révolution elle-même en litige. En effet, si Louis peut être l'objet d'un procès, il peut être absous. Il est peut-être innocent, que dis-je ? Il est présumé l'être jusqu'à ce qu'on le juge. Mais si Louis est absous, si Louis est présumé innocent, que devient la révolution ? Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie, la République, vive. C'est clair. Et c'est juste. C'est logique. Ça manifeste toute l'imposture de la République. Donc c'est vrai, c'est clair, Louis XVI est roi, il mérite donc la mort. Et par ce discours, on voit bien que Robespierre est le grand-père de tous les terroristes modernes. Ceux qui ont fait la révolution bolchevique se sont inspirés de lui. Et dans la logique, tout est là. La logique révolutionnaire est terroriste et dans Robespierre. Et elle est dans la République française. Là encore, vive la démocratie, vive la République et vive la tolérance maçonnique. Il y a dans le procès 11 chefs d'accusation contre Louis XVI. La plupart, ce sont des mots dont on l'accuse et qui avaient pour auteur les révolutionnaires eux-mêmes, qui se servent du roi comme d'un bouc émissaire, alors que la situation est bien sûr financière, militaire et politique est très dégradée et fragile en France. Louis XVI est convoqué à la Convention, puis interrogé à l'improviste, sans défenseur. Et on lui reproche notamment, bien sûr, principalement, parmi ces 11 chefs d'accusation, la protection des prêtres réfractaires, à laquelle il était engagé par le serment du sacre et l'usage de son droit de veto, qui était pourtant reconnu par la Constitution. Donc on voit là l'illogisme complet. La Constitution lui donne un droit, il en use, et on lui dit « c'est pas bien, tu es un criminel ». Alors de son côté, celui qu'on accuse d'être un roi sanguinaire, eh bien, va répondre ceci. « Mon cœur, dit le roi Louis XVI, est déchiré de voir dans l'acte d'accusation l'imputation d'avoir voulu répandre le sang du peuple. J'approuve que les preuves multiples que j'avais données dans tous les temps de mon amour pour le peuple et la manière dont je m'étais toujours conduit me paraissait devoir prouver que je craignais peu de m'exposer pour épargner mon sang et éloigner à jamais de moi une pareille imputation. »
Et c'est vrai, il a même été tellement bon qu'on peut dire qu'il a été faible. Et il a préféré que ce soit les mercenaires suisses qui défendaient le château, qui se fassent tous, en tout cas les 3/4 se sont tous fait percer par les piques révolutionnaires et tués et massacrés, alors qu'il aurait dû, alors qu'il pouvait se défendre. Il n'a pas voulu se défendre, et ce sont les gardes suisses qui en sont morts, alors qu'il pouvait très bien donner le canon sur la foule, et ça aurait été justice. Non, il avait une vraie bonté, il ne voulait pas que le sang des Français coule, mais jusqu'à la faiblesse, parce qu'il a coulé le sang des Français, et les bons Français. Alors les tardifs avocats qu'on lui donne, eh bien, ne serviront évidemment à rien. C'est juste une apparence. Louis XVI est devenu un ennemi étranger, un barbare, un prisonnier de guerre, dit Saint-Just, qui ne peut pas bénéficier des droits civiques. Il doit mourir pour assurer le repos du peuple, dit toujours Saint-Just. Alors, la majorité des conventionnels, eh bien, hésite pourtant à aller jusqu'au bout, à aller jusqu'à la mort du roi. Ces députés-là hésitent. Seule la terreur va persuader les députés de voter la mort de Louis XVI. On publie donc dans tout Paris la liste de ces députés qu'on appelle des royalistes, c'est-à-dire de révolutionnaires qui ne veulent pas la mort du roi. Vous voyez comment les termes sont élastiques. Un royaliste, c'est quelqu'un qui ne veut pas la mort du roi, alors que ce sont des révolutionnaires, mais qui par humanité ne veulent pas aller jusque-là. Alors on les dit non, ce sont des royalistes, c'est des fascistes. Alors face aux injures et aux menaces, beaucoup de conventionnels hostiles au régicide vont faire une brusque volte-face. Quelques exemples pour montrer la misère humaine et ce qui explique pourquoi pourquoi la terreur triomphe, en tout cas pendant un temps. Vergniaud, le député Vergniaud, un révolutionnaire, qui avait la veille promis que jamais il ne voterait la mort du roi, révise soudainement son opinion au moment de paraître devant la tribune, par peur. Fouché, un misérable, qui sera ministre de la police générale sous Napoléon, avait pourtant lui aussi juré qu'il ne voterait pas la mort du roi. Et il la vote quand même, et il avouera plus tard qu'il avait eu peur des représailles sur sa femme et ses enfants. Monsieur Bollé, un député du Pas-de-Calais, lui, il est emmené donc pour voter à coups de canne à la tribune par Duquesnoy, un révolutionnaire, qui l'a pris au collet. Donc tu vas voter. La révolution nous a libérés. À coups de canne et on le prend au collet. Allez, vote maintenant, vote. C'est ça la liberté révolutionnaire. Voici un autre député qui vote la mort, Jean Debry, qui était futur préfet du Doubs, qui avouera par la suite ceci. « J'étais parti de chez moi avec l'intention formelle de voter le bannissement du roi et non sa mort. Je l'avais promis à ma femme. Arrivé à l'Assemblée, on me rappela d'un signe, le serment des loges. Les menaces des tribunes achevèrent de me troubler et je votai la mort. » Le signe de ralliement des loges. Attention, on a convenu d'une chose, il faut obéir. Le signe des loges. Et Pétain, vous voyez, c'est le seul, depuis 200 ans, c'est la maçonnerie qui règne. Il n'y a eu que 4-5 années où la logique révolutionnaire et maçonnique a été cassée, c'est sous Pétain, pendant l'État français, où toutes les loges ont été interdites. La place des francs-maçons, c'est en prison. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il n'y aura pas de changement. Et Pétain, lui, a dissous toutes les loges. Et c'est ce qui a d'ailleurs valu la vindicte après. Alors sur 721 votants, il y a 387 voix pour la mort. Donc on est à 53%. Donc malgré la terreur, il n'y a que 53%. Mais tous les autres disent soit détention, mais en tout cas aucun n'ose bien sûr voter l'acquittement du roi. En 18 janvier, donc, dans les mêmes conditions, le sursis de la mort est rejeté à 380 voix contre 310. Donc le roi va mourir et rapidement. Il est intéressant de remarquer que sur les 381 régicides qui ont voté la mort du roi, 31 seront à leur tour eux-mêmes guillotinés. Robespierre particulièrement. 2 vont devenir complètement fous, finiront à l'asile. 18 vont mourir de mort violente. Et 6 se suicideront.
Mais il y a quand même 40% de ces crapules qui vont survivre et qui vont rejoindre la haute fonction publique sous Napoléon. Comme quoi la justice ici-bas est bien imparfaite. C'est à moi de faire vengeance, dit le Seigneur. C'est lui qui fera justice. Début août, où suis-je ? Oui, début août 1792, donc Louis XVI était donc prisonnier au Temple, nous l'avons dit, et il était épié constamment par des gardiens qui scrutaient ses moindres gestes. Et il va être séparé de sa famille à partir de décembre. Il sera seul, isolé. Donc le 18 janvier au matin, Malherbe, son avocat, lui annonce la sentence, qui ne surprend pas Louis XVI, et qui lui répond « Monsieur de Malherbe, je vous le jure, dans toute la sincérité de mon cœur, comme un homme qui va paraître devant Dieu, j'ai constamment voulu le bonheur du peuple. » Ce qui est vrai, ce qui est parfaitement vrai, même si ça n'a pas toujours été bien compris. À son domestique Cléry, qui parle d'une émeute pour le libérer, il répond, et là encore, ça manifeste la bonté d'âme de cet homme, même excessive, je pense, « Je serais fâché qu'elle eût lieu. Il y aurait de nouvelles victimes. Je vois le peuple livré à l'anarchie, devenir la victime de toutes les factions, les crimes se succéder, de longues dissensions déchirer la France. » Donc, ceci manifeste sa bonté et sa faiblesse aussi. Il ne voit pas qu'il est un principe plus important que la perte de quelques individus en France. Oui, il fallait que le sang coule pour sauver ce qu'il était, pas sa personne, son principe. Ça, il ne le voyait pas assez. Le 20 janvier, la veille de sa mort, le décret qui proclame donc son exécution pour conspiration lui est lu par tout le conseil exécutif. L'exécution donc aura lieu le lendemain. Louis XVI reste impassible à cette lecture. Il esquisse un petit sourire ironique quand il entend le terme de conspiration, qui est ridicule. Il demande la fin de la surveillance perpétuelle pour ce dernier jour qu'il a à vivre, puisqu'il vivait toujours avec quelqu'un qui l'épiait. Il demande un sursis de 3 jours pour préparer son âme et demande à se confesser à un prêtre réfractaire qui est Edgeworth de Firmont. Alors il était en liberté, ce prêtre réfractaire, parce qu'il était irlandais. Donc étant étranger, il n'était pas, il n'était même pas réfractaire, il n'était pas soumis à la loi française, donc il pouvait survivre ainsi. Il demande aussi à la nation de prendre soin de sa famille et des pensionnaires qui n'auront plus l'argent du roi pour survivre. Vous voyez, ce détail manifeste encore une bonté d'âme. Il pense à ces quelques serviteurs encore qui vont par sa mort être sans secours, sans salaire dès le lendemain. Le sursis est rejeté. On l'autorise à voir son confesseur et assister à la messe. Mais concernant sa famille, la Convention va transmettre cette réponse. La nation française, aussi grande dans sa bienfaisance que rigoureuse dans sa justice, prendra soin de sa famille et lui assurera un sort convenable. Quand on sait la suite, on voit bien que là, ces discours-là sont bien les valeurs de la République. Ce mensonge. Marie-Antoinette va être guillotinée, la petite sœur de Louis XVI va être guillotinée 1 an plus tard, et puis son fils sera laissé dans la misère, emprisonné dans la misère, et va mourir de tuberculose et à moitié, pas à moitié fou, mais désespéré. Il ne mangeait plus, il ne parlait plus à personne, il ne sortait pas, il ne pouvait avoir confiance en personne. Louis XVII a subi un martyre digne des loges des prisons communistes ou maoïstes. Il a fallu une force d'âme pour rester vaillant et fidèle. L'abbé Edgeworth, lors de son entrevue avec le roi, dira à ses confidents: quel homme, quelle résignation, quel courage. Vous savez, le testament du roi exprime plusieurs belles choses en parlant son pardon. Son pardon. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner. Après avoir fait sa toilette, devant toujours plusieurs municipaux qui le surveillent, il rencontre ses proches, toujours sur leur regard, postés dans une pièce à côté. L'entrevue va durer 2 heures, et quand Louis XVI apprend
sa famille, qui ne le sait pas encore, sa condamnation à mort. Pour le lendemain, sa fille s'évanouit et le dauphin court vers la sentinelle en criant « Laissez-moi passer, je vais demander au peuple qu'il ne fasse pas mourir Papa Roi. » Papa Roi, il va mourir. Lendemain, 21 janvier, Louis XVI donc, est réveillé à 5 heures du matin par Cléry, son valet, et il participe à la messe qui est offerte par son confesseur, l'abbé Edgeworth. Le roi quitte le donjon du temple qui sera détruit par Napoléon parce qu'il avait peur, il voulait empêcher par là tout pèlerinage royaliste. Donc la prison de Louis XVI, oui, il y aurait eu un pèlerinage, c'est certain, donc il fallait le détruire. Il monte ensuite dans la voiture du maire de Paris avec son confesseur face à 2 gendarmes. Et là, pendant plus d'1 heure, la voiture va être escortée par une troupe de cavaliers, sabre au clair, et qui vont se frayer un chemin assez difficile dans les foules de Paris. L'abbé prête son bréviaire à Louis XVI et ils vont tous les deux réciter des psaumes pendant ce voyage. La voiture arrive vers 10h, place de la Révolution, qui, aujourd'hui, par une imposture verbale, s'appelle place de la Concorde. Retenez bien cela. La place de la Concorde, c'est là où il y avait, disent les chroniqueurs à l'époque de juillet 1794, une flaque de sang de 10 mètres de diamètre. Parce que les têtes, c'est juillet 1794, là on est dans le rendement maximum, on est entre 60-80 guillotinés par jour, place de la Révolution, place de la Concorde. C'est ça, la République. C'est ça qui est dans ses gènes, c'est ça son ADN. Il y a donc place de la Révolution, 80 000 gardes nationaux et gendarmes avec 80 pièces d'artillerie, de canon. Ce dispositif militaire qui est délirant, eh bien, veut prévenir, craignait une émeute généralisée qui n'aura pas lieu. La foule est au loin et silencieuse. Arrivé à l'échafaud, le roi descend, 3 hommes s'approchent de lui pour lui ôter ses vêtements, quelques vêtements, mais le roi les repousse et les enlève lui-même. Ils veulent ensuite lui lier les mains, et là le roi aussi refuse, mais à l'instigation de son confesseur, il va s'y résigner, ce qui sera très pénible. Et le confesseur lui a dit ceci pour le convaincre. « Sire, dans ce nouvel outrage, je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance envers votre majesté et le Dieu qui va être sa récompense. » C'est très beau. Et ce Dieu qui va être votre récompense. Alors son confesseur lui fait ensuite embrasser l'image du Christ et ensuite, eh bien vous connaissez cette scène où juste avant d'être allongé sur la guillotine, eh bien il va crier d'une voix, Louis XVI va crier d'une voix forte pour se faire entendre en disant ceci: je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Et vous, peuple infortuné, et là il est interrompu par un ordre qui donne l'ordre au tambour de tambouriner pour justement empêcher, on ne voulait pas qu'un tel discours puisse transformer la foule passive en une foule active. Donc il est allongé sur la guillotine et finit en remettant son âme à Dieu. Le coup près tombe, il est 10h30, nous sommes donc le 21 janvier 1793. Le régicide a eu lieu, mais il ne s'arrête pas là, il ne pouvait pas s'arrêter là, il ne s'arrêtera pas là. On s'en prend même aux morts. On va pendant 3 jours à Saint-Denis déterrer, casser et déterrer 51 monuments qui comprenaient les tombeaux, les corps de nos rois et de nos reines. Un prêtre de l'époque dira: en 3 jours, on a détruit l'ouvrage de 12 siècles. Et c'est bien résumé. En 3 jours, on a détruit l'ouvrage de 12 siècles. Il le disait de manière architecturale, mais c'est vrai aussi de manière politique. La chrétienté, fruit de 12 siècles, a été, détruite en 3 jours, en quelques jours. La mort du roi de France, il faut le comprendre, c'est bien plus que la mort de Louis XVI, ou même que la fin de l'Ancien Régime, ou même de la France chrétienne, c'est encore plus que cela. C'est la fin de la France tout court, c'est la fin même de la civilisation tout court. C'est l'acte constitutif de la destruction de la société française qui s'achève aujourd'hui par le grand emplacement au nom des droits de l'homme.
C'est la destruction de la tête d'un pays et de l'évacuation progressive et radicale du spirituel dans la vie collective. Et c'est pour ça, c'est le matérialisme. Si le matérialisme gagne, cet acte-là l'a fondé. On a coupé la tête. La nation française et chrétienne, c'était une famille qui l'a dirigée, une famille supérieure par l'histoire et par sa prestance, avec ses défauts et ses péchés, comme toutes les familles. Mais c'était une famille supérieure. Une famille française gouvernait la France. Et ça change tout. C'était une famille qui gouvernait. Et une famille, donc, ce n'était pas des déracinés. Ils étaient enracinés, ils avaient des liens avec toute la France. Et ça, naturellement, ça change tout. Quand Louis XVI est mort, la politique a disparu en même temps. C'est la finance qui va prendre, c'est la haute bourgeoisie et donc la finance qui va prendre le relais. Donc nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont plus d'intérêt charnel à leur poste. Ce qui explique toutes les dérives futures et présentes. La mort de Louis XVI, c'est la lente disparition du repère masculin, de la figure de l'autorité du père qui était dans le pouvoir monarchique et qui s'exerçait sans aucune élection démocratique. On est vraiment dans une guerre métaphysique avec la mort de Louis XVI. C'est la perte progressive de la vraie liberté du peuple. C'est le début de la nouvelle religion, de cette idéologie satanique, maçonnique, qui se mélange hypocritement avec occultisme, humanisme, athéisme, laïcisme et rationalisme, où Dieu a chassé l'homme, où l'homme a chassé Dieu. Et c'est encore le début de la fin de l'histoire qui prépare la civilisation dans laquelle nous sommes bien entrés, mondialiste, technicienne, matérialiste. Bref, le nouvel ordre des siècles. Bref, le règne de Satan. Après l'assassinat de Louis XVI, un républicain est monté sur la guillotine, a plongé son bras dans le sang de Louis XVI, en a pris plusieurs caillots en pleine main et en a aspergé 3 fois, symboliquement, les assistants. Et il leur disait ceci: frères, on nous a menacé que le sang de Louis Capet retomberait sur nos têtes. Eh bien, qu'il y retombe. Républicain, le sang d'un roi porte bonheur. Donc, c'était un fanatique, un écervelé. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. Louis XVI vient de mourir martyr dans le calme. Aucun prodige, Dieu n'a pas fait de miracle, comme à la Passion du Christ, notre Seigneur dit à ses apôtres ou à Pilate: ne crois-tu pas que 12 légions d'anges peuvent venir me libérer? Non, il y a un sacrifice, il y a un acte à poser et il va le poser. Louis XVI, de manière mystérieuse, a posé, avec un autre degré, a posé un même acte. Aucun prodige donc n'est survenu. Mais ce révolutionnaire, donc, par ses paroles, manifeste qu'il croit échapper au châtiment, puisque ça porte bonheur le sang d'un roi, dit-il. Il croit échapper au châtiment parce que justement le châtiment n'a pas été immédiat, en tout cas n'est pas visible à l'époque de la Révolution. La Révolution a triomphé, la République a triomphé par la mort de Louis XVI et ensuite par les lois maçonniques qu'elle institue. Et pourtant, le sang de Louis XVI crie vengeance au ciel. Et ce que le révolutionnaire ne voit pas, c'est que le châtiment a déjà commencé. Lui ne le voit pas puisqu'il est fanatique et aveuglé, mais la victoire de la Révolution, c'est déjà le châtiment de la France. La France est maudite par cet acte. Le libéralisme de la Révolution, qui prépare le règne de l'Antéchrist, en répandant partout cette idée essentiellement satanique de l'indépendance de la créature par rapport à son créateur, qui est habilement la recouverte du nom de l'apparence de liberté, eh bien c'est cela notre châtiment. Il n'y a pas pire. C'est cette liberté des rebelles, cette liberté luciférienne qui peu à peu a détruit tout l'ordre religieux, intellectuel et politique. La Déclaration des droits de l'homme, qui est le cœur de la Révolution et de la révolte, a accumulé, puis accumulera et continuera, ruine sur ruine. En son nom, on a tué le roi, on a persécuté la vraie religion, on a détruit les familles, ou en tout cas on leur rend la vie impossible, et aujourd'hui on détruit même les patries, au nom des droits de l'homme. C'est logiquement, lentement, tout se détruit. Et je vous l'ai dit, il n'y a eu que pour la France qu'un intermède de 4 ans, c'est Pétain, quand la logique révolutionnaire a été, alors de manière imparfaite et très relative, mais quand même a été cassée.
la devise a disparu et la maçonnerie était interdite. Malheureusement, le drapeau, lui, est resté, et puis d'autres... Vous savez, entre le drapeau tricolore et le drapeau rouge communiste, il n'y a pas vraiment de différence. C'est le drapeau de la Révolution, c'est le drapeau du sang. La seule différence, c'est que le drapeau rouge a été imposé dès 1917, tandis que le drapeau tricolore ce n'est imposé que 70 ans après la Révolution, où il y a eu cette distanciation, où il y avait déjà eu un travail de propagande qui fait que l'évidence n'était plus aussi... L'évidence du satanisme de ce drapeau n'était plus aussi criante qu'en 1794. Ce n'est qu'avec la monarchie de Juillet, en 1830, que le drapeau va s'imposer, et puis définitivement avec la Troisième République, la Deuxième République. Donc l'argent roi, la liberté du mal, les fausses religions, le divorce, le mariage pour tous, tout cela a été contenu dans cet acte. Tout ça, ce sont des effets collatéraux de la mort de Louis XVI. L'abolition aujourd'hui des frontières, au nom des droits de l'homme. La France pour tous. C'est ça, la France pour tous. Et donc on peut vraiment dire merci à la République maçonnique qui nous a produit tout cela. Je conclus maintenant par une réflexion de 1904 dans la revue catholique des institutions et du droit par un monsieur qui s'appelle Louis Chapeau. Donc, c'est comme ça, en français. Il écrivait ceci, et c'est très juste. En 1904. Nous en sommes arrivés à ce point d'illusion et d'aveuglement que nous sommes sûrs d'étonner la plupart de nos lecteurs en leur disant qu'il existe un péché de la France. Ils connaissent les péchés des Français, mais ils ne connaissent pas le péché de la France. Et cependant, il existe un péché de la France, comme il existe un péché du peuple juif. Le péché national du peuple juif, c'est le déicide. Le péché national de la France, c'est le régicide. C'est la révolution et le libéralisme. Je m'explique. Israël a voulu tuer Jésus-Christ comme Dieu. La France, en révolution, a voulu le tuer comme roi. Donc, roi incarné. L'attentat commis contre Louis XVI avait son contre-coup direct contre la personne même du Christ. Ce n'était pas l'homme que la Révolution a voulu tuer en Louis XVI. C'est le principe que le roi de France représentait. Or, ce principe était celui de la royauté chrétienne, c'est-à-dire une royauté temporelle, dépendante du Christ, image de la royauté du Christ, vassale et servante de la royauté du Christ. C'est pour cela que les rois de France s'intitulaient les sergents du Christ. L'apostasie de tout l'ordre civil et social, voilà le péché de la France. Et un des signes qui montrait que, bien sûr, comme en 1904, c'était incompréhensible déjà à la plupart des Français. Le drapeau s'était imposé, les symboles, la devise, des réflexes s'étaient imposés. Mais remplacer, c'est comme si, même peu importe qu'on soit 80 ou 200 ans après les faits, le drapeau rouge, c'est le drapeau communiste, le drapeau du sang, c'est la révolution judéo-bolchevique, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas accepter ce drapeau. Et pourtant, chez nous, le drapeau, lui, a perduré et s'est imposé. Et c'est très symbolique, c'est plus que symbolique, c'est révélateur. Alors, contrairement à ce que les politiques ont l'habitude de crier, vous savez, ils disent après leur discours « Vive la France, vive la République ». Eh bien, ce qu'il faut vraiment dire, si on veut être vrai français, c'est « à bas la République pour que vive la France ». C'est la condition pour que la France retrouve la vie, c'est que la République soit déchue, que la maçonnerie soit supprimée. Car sans cette réparation du péché initial, du péché originel de la France moderne, de l'anti-France, eh bien sûr, sans contrition, il n'y a pas de rémission de péché, il n'y a pas de possibilité d'éviter la malédiction dans laquelle nous sommes. Il n'y a aucun salut à espérer sans cette condition-là. Alors, ce sera ma conclusion ultime, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement dans le domaine politique et social, on peut faire quelque chose dans le domaine familial et individuel. En tout cas,
que les malheurs de la France, eh bien, nous servent de leçon dans notre propre vie individuelle, personnelle. Il faut comprendre que rejeter le Christ et ses conséquences pratiques, eh bien, nous font périr inévitablement. Nous avons un exemple culturel, politique, architectural, et tout ce que vous voulez, linguistique avec la France, pour ceux qui ont un peu de culture, eh bien, que cet exemple nous serve à nous au moins de leçon. Quitter le Christ, apostasier pratiquement le Christ, eh bien, c'est c'est périr inévitablement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.